Je me mets un jour à ma table de travail et je me dis je vais écrire les 10 situations les plus honteuses de ma vie. Et à partir de là, des fils se tissent. Une plante, tout d'un coup, elle est plus belle parce qu'elle est à côté de telle autre plante. Donc en déplaçant aussi des phrases entières, des mots, des paragraphes, des choses se mettent plus en valeur, en lumière. Quand je commence un livre, je sais pas du tout ce qui va se passer. Ça, c'est une phrase d'Elena Ferrante. Moi-même, narratrice, je ne sais pas exactement comment les choses se sont passées. La vie nous fait aller de la naissance à la mort et peut-être que la littérature pourrait nous faire remonter le courant comme un castor en sens inverse. Aller de la mort à la naissance. L'écologie, c'est la science des liens et la littérature, pour moi, c'est l'art des liens. C'est ça que j'ai à cœur aussi quand j'écris, c'est quels sont les liens que je tisse entre les personnages. Et là, entre deux carottes à éplucher, ça y est, il y a plein de phrases qui arrivent. Il faut les attraper, donc il faut avoir son carnet, il faut les noter. Bonjour Louise Brouet. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir dans le podcast Le Jardin. Je crois que c'est un nom assez approprié. J'ai pas fait exprès, mais... Je pensais que vous l'aviez fait. Et je me suis habillé en vert. J'ai cherché tout ce que j'avais de vert chez moi en l'honneur donc de votre ouvrage. Et je suis très honorée. Qui s'appelle La Reverdie. Il est paru en août 2023 et chez un éditeur qui est nantais qui s'appelle La Mer Salée, dont on reparlera un petit peu plus tard. Mais déjà pour commencer, parce que La Reverdie c'est un très joli nom. Alors on entend bien sûr, on entend la couleur verte à l'intérieur. Mais est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est une reverdie? Oui, bien sûr. Au départ, le livre s'appelait Verdure. Enfin, il a eu plein de noms, un peu comme un enfant qui est dans un ventre de femme et qui a plein de noms. Puis une fois qu'il est sorti, il a un nom différent. Verdure, c'était son nom quand il était encore dans mes entrailles. Et puis La Reverdie, c'est son nom de scène quand il est sorti de mon ventre. Et la reverdie, c'est... j'ai découvert ce mot en lisant... J'adore découvrir des nouveaux mots. J'ai découvert ce mot en lisant Michel Pastoureau, sur son Histoire du vers. Et la reverdie, c'est en fait un genre poétique du Moyen-Âge qui célèbre à la fois le retour des beaux jours, le plaisir qui s'en dégage. J'aime beaucoup, moi, cette idée de plaisir. Et plaisir de lire, et plaisir qui est aussi une notion très importante en permaculture. Et c'est aussi, troisièmement, la renaissance du sentiment amoureux. Et par ailleurs, c'est vrai que dans la reverdie, si on enlève le D, ça fait rêverie, ça j'aime bien. Et moi, mon surnom, enfin c'est mon frère qui me l'a donné, et encore quelques personnes qui l'utilisent, c'est Didi. Pas Didier, hein, Didi. Et du coup, la reverdie, c'est aussi un clin d'œil à Didi. Donc un titre riche de sens. J'ai oublié de dire que vous étiez autrice, bien sûr, alors à la fois d'essais, de livres de cuisine, c'est ça, et, oui. alors c'est le 3e roman. Oui. Mais alors, est-ce que c'est vraiment un roman? Comment définir ça? Parce que j'ai vu des gens sur... je crois que c'est sur Babelio qui disait un traité d'écoféminisme. Alors ça faisait très sérieux, non, c'est pas ça. Mais aussi... oui, c'est un roman. Vous le définissez? Pour moi, le roman, c'est très très grand, très large. C'est un genre où on a une grande liberté. Et au sein de ce genre-là, peut-être qu'on pourrait appeler ça récit, à la limite. Mais pour moi, c'est un roman. Ça reste un roman. C'est de la, on pourrait dire de la non-fiction aussi. Mais voilà. Moi, j'ai cette phrase en tête de Déborah Lévy qui est « J'utilise un jeu qui est à la fois moi et qui n'est pas tout à fait moi. » Puisque je parle en jeu, je raconte des choses qui me sont arrivées. Et en même temps, il y a la distance de la littérature. J'ai pas mal d'amis qui me disent mais quel courage de raconter. Mais oui, mais en même temps c'est un livre, il est loin de moi maintenant. C'est pas moi ce livre, c'est un livre où j'ai raconté certaines choses de moi et pas toutes. D'ailleurs j'ai choisi. Mais voilà, pour moi c'est un roman. Et est-ce que autofiction ça pourrait aller ou c'est pas du tout un mot? Je sais pas trop ce que ça veut dire ce mot. Non plus, mais ouais, voilà, peut-être que c'est ça. Peut-être. Auto-non-fiction, peut-être. Après, je pense que pour faire un livre qui tienne à peu près la marée, il faut parler de soi, non pas au sens de parler de son nombril, de sa bite, de son couteau, mais parler de ce qu'on a ressenti, des choses. Il y a un exercice que je fais beaucoup faire aussi en atelier d'écriture qui est de parler de la honte. Et moi, c'est comme ça que je commence ce livre. Je me mets un jour à ma table de travail et je me dis, je vais écrire les 10 situations les plus honteuses de ma vie. Et à partir de là, des fils se tissent. Mais je pense que pour faire un livre, que ce soit de la fiction ou non-fiction, un livre qui fonctionne, qui touche ses lecteurs, qui leur procure finalement des images, des émotions, eh ben, il faut mettre de soi. Donc aller chercher dans ses souvenirs, ses émotions plus ou moins agréables. C'est vrai que vous avez mentionné Déborah Lévy. Il me semble qu'il y a beaucoup d'amitié ou d'admiration littéraire
Et vous leur rendez hommage donc, dans le livre. Alors, bon, moi j'ai noté Virginia Woolf, parce que j'aime bien Virginia Woolf, évidemment. Oui, c'est aussi un livre, tout à fait, c'est un livre où je voulais rendre hommage à la fois à la lecture et à l'écriture, la façon dont elles sont mêlées. Et je voulais rendre hommage à, c'est un peu une expression toute faite, mais aux grandes dames de la littérature qui me nourrissent énormément. Virginia Woolf, évidemment, Annie Ernaux, évidemment, mais aussi Claudie Hunzinger, Nancy Houston, Joyce Carol Oates, Margaret Atwood, toutes ces grandes dames qui m'ont parfois sauvé la vie. C'est vrai que les lire a été pour moi quelque chose de merveilleux. J'ai lu plutôt des hommes, je pense, quand j'étais enfant, adolescente. Et c'était dur de se projeter, bon, on est de nombreuses autrices à dire ça aujourd'hui, de se projeter en tant qu'autrice, justement dans un monde assez dominé par les hommes. Et après, lire des livres de femmes m'a beaucoup aidée à me dire que moi aussi, je pourrais peut-être tenter de devenir écrivaine. Oui, c'est vrai, plusieurs autrices m'ont rapporté cette expérience. C'est très banal, je suis désolée. C'est aussi avec la banalité qu'on fait de la littérature. Justement, dans le jardin, j'aime bien m'intéresser au déclic et une question un peu bateau aussi, mais ça vous vient d'où? Alors, j'ai compris que vous étiez une grande lectrice, que vous aimiez les livres, et les auteurs et les autrices, mais qu'est-ce qui vous a vraiment donné envie d'écrire? Est-ce que vous vous rappelez d'un moment où vous vous avez dit c'est maintenant là, j'ai besoin ou je vais écrire, parce que c'est pas évident quand même de... Oui, alors je pense qu'on est beaucoup conditionné dans la vie. Je crois assez peu au libre arbitre. Et moi, j'ai été élevée par une mère qui m'a orientée dans cette voie. Quand j'étais enfant, j'alternais justement entre le jardin de mon père, l'inverse de Colette, le jardin de mon père, et la bibliothèque de ma mère. Colette, c'était la bibliothèque de son père, et le jardin de sa mère. Moi, c'était l'inverse. Et je me souviens de week-end où, littéralement, je courais dans le jardin de mon père, donc c'était le métier, faire un jardin, pépiniériste. Et puis, j'étais aussi à la cuisine avec ma mère. Et c'était un peu genré. Et puis à la bibliothèque de mes deux parents, mais principalement de ma mère. Et ma mère me faisait beaucoup, beaucoup lire. Et je pense me poussait aussi à écrire. Quand j'étais petite, on écoutait le haïku sur France Musique. Et j'ai souvenir d'avoir commencé à écrire. Quand j'étais en primaire, j'ai écrit quelque chose qui s'appelait Le mystère de la grotte. Donc ça, c'est drôle. Je trouve que c'est un petit biscuit pour la psychanalyse. Et puis après, j'ai commencé à écrire des petites nouvelles au collège. Et je me souviens d'un texte que j'ai écrit qui s'appelait Elsa. Et je l'avais fait lire à ma mère. Je me souviens de la première phrase, c'était la première fois que j'ai vu Elsa, c'était à la sortie du musée des Beaux-Arts, si j'avais su. Je me souviens juste du début. Et je me souviens que je l'avais donné à mon frère pour qu'il l'emmène à ma mère qui était en bas. Et mon frère est revenu avec un bout d'enveloppe, je pense que je l'ai encore dans ma boîte à trésors, dans ma chambre d'adolescente. Et sur ce bout d'enveloppe, ma mère avait écrit son retour de lecture sur ce texte qui était très encourageant, très beau. Et voilà, c'est pour moi un grand moment. D'accord, oui, donc c'est vraiment... il y a une filiation. Il y a assez peu de libre arbitre. Il faut être encouragé. Alors, amis parents qui nous écoutez, n'hésitez pas à encourager vos enfants. Heureusement, l'inverse existe. Je veux dire, heureusement. Il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de leurs parents qui ne s'intéressent pas du tout à ça. Donc, heureusement, l'inverse existe. Pour moi, malheureusement, j'ai juste suivi la voie qu'on m'a tracée. C'est très bien. Nous sommes dans un lieu à Paris qui s'appelle La Fontaine aux Livres. Et pourquoi nous sommes là? Parce qu'en fait, ils organisent tous les ans un prix hors concours. C'est grâce à ce prix, je tenais à le mentionner, que j'ai découvert votre ouvrage. Et notamment un extrait qui a été lu sur scène lors de la cérémonie donc de ce prix. Lu et dansé même. Lu et dansé, oui, c'est vrai. C'était une belle cérémonie. Et alors tout de suite, ça m'a parlé. Je crois qu'il s'agit des toutes premières pages du livre. D'ailleurs, je mettrai dans ce podcast l'extrait lu par le comédien lors de la cérémonie. Comme ça, vous pourrez l'entendre. Et pourquoi ça m'a parlé vraiment très fort, c'est parce que je m'étais occupé d'un livre. Alors, c'est un physicien
et aussi un historien et un philosophe. Voilà, un philosophe des sciences, on va dire ça comme ça. Ça fait un peu peur, mais... Ah, ça fait un petit peu ouais, peur. Ça fait un peu peur. Alors, et voilà, c'est un livre... C'est autre chose. Mais là où vous vous retrouvez, donc c'est un livre de Michel Blais qui s'appelle L'Ordre du technique. Donc lui, effectivement, il vient des sciences, notamment du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Il est né au XVIIe siècle. Pas presque. On pourrait le croire parce qu'il le connaît intimement. Et donc, en gros, sa thèse, pour la résumer de manière très très sommaire, c'est dire qu'on est enfermé dans un ordre du technique. C'est une sorte de machine, on va dire, et qui nous fait voir la nature simplement sur un point de vue source d'énergie. Voilà, moi, je résume à très grands traits. Donc ça, c'est ce qu'il explique dans son essai, pour le coup. Mais il y a, à la fin, donc, il est assez pessimiste sur le monde actuel et la vision qu'on a donc de la nature. C'est étonnant. Voilà, comme beaucoup. Mais bon, et il propose une porte de sortie, donc, qui est le poétique. Et donc il dit notamment, le poétique comme une résurgence, c'est ce chant à nouveau par lequel se dévoile le vivant irréductible, sa présence qui a été recouverte, voilée, assujettie par le machinique. Il oppose poétique, machinique. S'engager ensemble par les actes et les paroles pour la beauté du vivant, pour ce qu'il est, tout simplement parce que nous sommes vivants dans et avec le vivant. Il convient de se laver les yeux de l'encombrement des choses inutiles, etc. Donc, alors, c'est là où je me suis dit, bah oui, voilà, en fait, c'est une démarche. Alors là, on a le philosophe qui va nous expliquer pourquoi depuis le XVIIe siècle c'est la cata, dans notre perception de la nature. Et vous, là, j'ai trouvé vraiment que ça répondait d'une certaine manière à ce que proposait Michel. Non Pastoureau, mais Blais. Mais Blais, voilà. Alors, Michel Pastoureau, c'est vrai que c'est pareil aussi. Lisez-le. Là, je crois que c'est Le Rose qui est sorti cet hiver. Et notamment, alors là je viens à votre livre La Reverdie, j'ai sélectionné un petit extrait donc, qui est page 146. Moi j'aime bien lire des extraits, ça donne des petits morceaux à nos auditrices et nos auditeurs, et qui dit ça. Dans mon journal, le soir, après avoir refait la promenade dans le bois en sens inverse pour retrouver le doudou tombé de la poussette, je n'ai plus la force de faire des phrases, seulement des mots coupés au couteau. Comme dans la poésie chinoise, je tente de me débarrasser des pronoms, des adverbes, des particules, des conjonctions, des mots de comparaison. Ce relâchement syntaxique doit introduire le vide dans la langue, vide qui effacerait avantageusement la distance entre nous et les éléments. Flotter, lune, ronde, en retrait, ouïr, chanter, oiseau, tenir en toi, herbe, menu, marchand, chêne, rêve, cheville, hôte. Des mots coupés au couteau, comme ces broyats de jeunes rameaux qu'on répand sur les cultures pour les fertiliser et qui porteront un jour leurs fruits. Donc voilà, là j'aimais bien parce que ça... Merci. C'est exactement le... Alors, des passages comme ça, il y en a beaucoup dans votre roman qui est fait de fragments, c'est vous qui le dites. Et celui-ci, je le trouvais éminemment poétique, justement, et donc en relation avec... Bref, j'arrête avec l'ordre du technique. Mais c'est pour... J'ai accroché tout de suite, effectivement, à la lecture de l'extrait, parce que ça a résonné en moi de cette manière-là, et je pense que ça résonne aussi dans la tête de beaucoup de gens qui s'intéressent à notre monde, et puis à la nature et ce qu'on en fait, quoi. C'est quand même aussi... Alors, je disais tout à l'heure, c'était pas une provocation, mais j'avais été... étonné par ce lecteur de Babelio là, qui disait un traité d'écoféminisme. Mais bon, il y a une envie de faire passer des thèmes de l'écologie au sens large. Il y a une lutte pour ne pas trop le faire. C'est drôle que vous parliez donc de Michel Blais, que je ne connais pas, mais ça me donne envie de lire le livre, parce que quand j'écris La Reverdie, pendant les années qui m'occupent à cette écriture, je me bats constamment dans une forme peut-être de schizophrénie à l'intérieur de moi-même, entre ce que j'appelle justement un philosophe du XVIIe, c'est-à-dire une pulsion en moi qui a envie d'expliquer, de lister, de classer, et puis peut-être une pulsion liée aussi à tout ce qu'on m'a fait faire quand j'étais en école d'agronomie, où j'étais assez malheureuse quand même, et puis cette envie d'écrire des choses qui sont plus de l'ordre de la poésie. Et c'est assez intéressant d'observer cette lutte. Et parfois, en fait, ça prend la forme
Dans le livre, par exemple, je parle d'un article du Monde que j'ai trouvé très beau qui parle d'un herbier. C'est un article qui va faire 5-6 pages. Et là, il y a cette partie de moi qui est plus carrée, cartésienne, ingénieur agronome, souple et dynamique, qui va vouloir en faire peut-être un résumé. Mais ça n'a strictement aucun intérêt, dans le fond. Et l'autre partie de moi, qui peut-être prend de plus en plus de place, elle est plutôt en train de se dire quels sont les 3 détails. J'ai pas envie d'avoir un résumé, j'ai envie d'avoir les 2 ou 3 détails qui sont importants dans ce texte, et c'est ça que j'ai envie de mettre dans la Reverdy. Typiquement, il y a une vieille Autrichienne, et après, c'est un thème que j'aime tisser en disant, voilà, dans les documentaires Arte, dans les articles scientifiques, il y a peut-être toujours une vieille Autrichienne à la fin qui nous tend la main pour nous sauver. Et donc, c'est une pente que je vais plus prendre dans la Reverdy que celle du vieux philosophe à lunettes du XVIIe siècle. Mais voilà, ces 2 parties-là de moi sont quand même là. Je pense que j'écrirai plus des essais, parce que ça m'intéresse moins. La liberté, le vertige qu'on a quand... J'essaye de caser plein de mots qui incluent le mot vert. Quand on écrit un roman, on peut plus s'en passer ensuite. Donc dans la Reverdy, il y a quand même cette tension-là. C'est vrai que je ne pense pas avoir écrit un traité écoféministe, mais je reste moi-même. Et du coup, je suis effectivement moi-même traversée, obsédée par des thèmes en lien avec le féminisme, en lien avec l'écologie. Donc forcément, à certains moments, ça m'échappe. Et puis un livre, c'est fait aussi pour, je trouve, avoir des ruptures de rythme, des contre-champs, j'appelle ça. C'est-à-dire on est peut-être sur quelque chose qui est de l'ordre de la narration. Il va y avoir une phrase poétique, une phrase plus philosophique. On va alterner entre le passé et le présent. J'aime bien jouer avec tous ces registres différents et que ça ne rentre pas forcément dans une seule case. Ce qui, parfois, est énervant pour les libraires, parce qu'ils me disent on voudrait le mettre évidemment dans la partie littérature, on voudrait le mettre dans la partie poésie, on voudrais le mettre dans la partie essai. Je vais mettez-le partout, finalement. Ah oui, alors ça. Venant du monde de l'édition, je sais voilà. C'est très compliqué. Je suis désolée d'être quelqu'un de compliqué. À me venger, je voulais apprendre à aimer. J'ai appris à haïr, je ne voulais pas ramer. Je l'ai fait avec un gros navire. J'ai voulu éviter la pluie, je l'ai affronté en t-shirt. Je la voulais pour la vie, je ne l'ai eu que pour un flirt. Il y a 2 fils rouges ou 2 fils verts plutôt dans le livre. Évidemment, la couleur verte et tout ce qui va avec. Et puis il y a une histoire d'amour, ou peut-être plusieurs même, enfin, des histoires de désamour aussi. Oui. Et c'est vrai que c'est beau aussi la manière dont vous arrivez à tenir les 2, quoi. Ça vient en contrebande, ça. Quand je commence le livre, alors je lis Maggie Nelson, Bleuet, 240 fragments sur la couleur bleue, je lis le texte 3 fois, je le trouve très beau. Le bleu, pour moi, c'est ma mère. Je me dis, il faut orchestrer la revanche du vert sur le bleu. Je vais écrire des fragments sur la couleur verte. Je passe un an à écrire des fragments, je me dis, il faut que j'arrive à 240. C'est comme ça qu'on avance, hein. C'est en se fixant un peu des contraintes, comme ça. Donc j'écris 240 fragments sur la couleur verte, et évidemment, le livre ne peut pas en rester là. Mais j'ai une matière qui est déjà là et que je vais continuer à sculpter, à agencer, à jardiner littéralement. Hein. Je vais bouger les paragraphes, tout d'un coup je vais voir apparaître des choses. Et c'est ça qui est beau quand on écrit un livre, c'est qu'au début on a une envie, peut-être des choses qu'on voit, des personnages, des thèmes, des motifs. Moi j'appelle ça les motifs. Hein. Et moi c'est évidemment la couleur verte, le greenwashing, comment essayer de vivre aujourd'hui une vie simple et sincère. Et puis tout ça, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, fait une matière, et évidemment des choses sont apparues, c'est l'inconscient qui est là. C'est-à-dire qu'on avait une envie, on avait peut-être un semblant de plan, mais plein de choses arrivent. Et à partir de là, on met tout à plat et on regarde ce qui est là. Et l'amour, les histoires d'amour, de désamour, de séparation, de familles composées, sont venues sans que je les en fait planifiées. Et en contrebande comme ça, et du coup je vois, après je me mets à regarder un peu les thèmes, à enlever beaucoup de choses aussi, hein, faire ce jardinage là qui est d'enlever, enfin de déplacer aussi une plante, tout d'un coup elle est plus belle parce qu'elle est à côté de telle autre plante, donc en déplaçant aussi des phrases entières, des mots, des paragraphes, des choses se mettent plus en valeur, en lumière, et tout d'un coup je vois qu'il va y avoir une grande partie, en tout cas un fil dans cette tresse qui va être dédiée à cette histoire d'amour, et puis les autres histoires d'amour que j'ai vécues, pas toujours forcément très agréables. Alors, vous nous avez dit, effectivement, vous étiez fixé cette contrainte des 240 fragments. Et est-ce que vous avez justement une sorte de routine aussi dans l'aspect pas contraignant ou dans votre activité d'autrice? Est-ce que vous avez, je sais pas, des heures
fixé dans la journée pour écrire? Est-ce que j'ai une... C'est toujours... la réponse, pour moi, c'est toujours oui et non. C'est-à-dire oui, j'écris... je sais que je vais écrire mieux à certains endroits, plutôt le matin, j'écris mieux. Dans un cycle féminin, je vais écrire mieux au moment de l'ovulation qu'au moment de mes règles. C'est assez intéressant de voir. Je vais peut-être écrire mieux au printemps qu'à la fin de l'été. Puis j'ai des routines, oui, je sais que quand je mets telle bague, je vais mieux écrire. Et après, il y a plein de choses qui vont fleurir, émerger à des moments complètement impromptus. Des fois, on se dit, bon, bah ça, j'ai 2 heures devant moi, puis il n'y a rien qui vient. Et puis tout d'un coup, on est en train de faire un couscous pour 45 personnes. Et là, entre 2 carottes à éplucher, ça y est, il y a plein de phrases qui arrivent, il faut les attraper. Donc, il faut avoir son carnet, il faut les noter. Voilà. Après, j'aimerais parfois avoir plus de... j'ai assez peu de semaines entières consacrées à l'écriture. Pourtant, c'est des moments importants quand on est surtout dans la relecture. Voilà, où on est face à la mer avec son verre de vin rouge, sa cigarette et son ordinateur portable seul, ça m'arrive jamais. Donc j'aimerais bien, mais pour l'instant c'est plus voilà, des moments volés. Souvent je me dis, par exemple ça fait 1 an et demi que j'ai commencé mon nouveau roman. En gros, je travaille 3 mois et je relaisse reposer, on va dire 1 mois, 1 mois et demi. Ça fait 3-4 fois que je fais ça. Et quand je suis dans mes 3 mois de travail, là je suis en plein dedans, je travaille, on va dire, 3 fois 2 heures par semaine. Voilà, 3 fois 2 heures. 2 heures, c'est une bonne séance de travail. Moi, je dis souvent, en 25 minutes, déjà, on fait quelque chose. Quand je fais un atelier d'écriture, 25 minutes, c'est le temps que je donne souvent aux personnes. Et ça, c'est quelque chose qui a été très libérateur pour moi. C'est que je sais qu'en 25 minutes, on peut écrire. On peut écrire une phrase, on peut m'écrire 5 phrases, 5 bonnes phrases. Donc 25 minutes, pour moi, c'est le minimum. Donc je sais que si je dois aller chercher les enfants à 16h25 à l'école, à 16h, il est encore temps de se mettre à écrire. Mais une bonne séance, c'est quand même pour moi 2 heures. C'est-à-dire, au sein de ces 2 heures, je vais forcément buller, mais il y a 1h30 où je vais vraiment être dans l'écriture, la réécriture, soit écrire à partir de là où j'en suis, continuer, soit réécrire, commencer déjà à réécrire le début du texte une fois que je suis allée à la fin. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'arrive, c'est-à-dire j'écris des choses en parallèle. Maintenant que je suis à la fin, maintenant je sais ce qui s'est passé, parce que quand je commence un livre, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Ça, c'est une phrase d'Elena Ferrante. Moi-même, narratrice, je ne sais pas exactement comment les choses se sont passées. Quand j'arrive à la fin et que je commence à comprendre, par exemple, là, ça fait 1 an et demi que j'écris, je me rends compte qu'un de mes personnages, probablement, est un peu atteint dans le spectre autistique. Il y a plein de choses que je commence comme ça à comprendre à la fin et qui vont me permettre de littéralement réécrire le début. La Reverdie, par exemple, le début, c'est ce que j'ai écrit à la toute fin. Une fois que j'avais compris ce qu'était ce livre et que je voulais en quelque sorte, comme dit Julia Carninon, dans la première page du livre, faire le menu, écrire quelque chose d'assez clair pour le lecteur, pour qu'il sache où il met les pieds, ce qui va se passer, comment, etc. Et ça m'a fait penser, là, quand vous expliquez les moments volés, à Marie Darrieussecq, que j'avais entendu justement dire qu'au moment de son premier enfant, je crois, elle écrivait même avec l'enfant sur son épaule, un moment de calme, parce que c'était un enfant très turbulent qui riait beaucoup. Elle a écrit un très beau livre qui s'appelle Le bébé, Marie Darrieussecq. Voilà, je crois que c'est au moment de l'écriture de ce livre. Ouais, c'était des moments volés. Un livre que j'ai énormément aimé. On a justement avec Julia Carninon, qui est une grande amie, avec qui je crois qu'on échange presque tous les jours sur ces notions d'écriture. Effectivement, c'est à elle qui est dédiée la Reverdie. Mais sur ces questions de construction, littéralement, c'est vraiment du tricot, de la broderie, Marianne Lafont a dit aux établis, c'est ça. On échange avec Julia, peut-être pas tous les jours, toutes les semaines, sur où est-ce que tu en es. J'ai enlevé un 5e de mon roman, comment j'ai fait, j'ai surligné les parties que je voulais garder. Et en échangeant avec elle, j'arrive à comprendre de mieux en mieux ce que c'est qu'écrire, et en même temps, je sais que je vais tout oublier. Et quand je vais commencer le roman d'après, je vais encore repartir de zéro en me disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais tout ça pour dire qu'avec Julia, j'ai participé justement à un ouvrage collectif sur la maternité qui s'appelle Être mère, sous la direction de Julia. Et on est 7 autrices à avoir écrit un texte sur la maternité. Moi, j'avais en tête effectivement le texte de Marie Darrieussecq, il y en a assez peu, des livres sur la maternité. Je parle aussi un peu de ce sujet dans la Reverdie. Et il y a des passages que oui, j'ai littéralement écrits, non pas à dos de brouette comme Faulkner, mais sur le ventre de mon enfant, pratiquement, oui. Parce que c'est une façon de tisser la vraie vie et l'écriture, parce qu'il y a à certains moments pas d'autres interstices où écrire, et qu'il faut prendre les choses où est-ce qu'elles sont. Mais c'est vrai que c'est parfois quand même très difficile, parce que c'est si intense, la maternité.
Vous avez dit là que vous avez participé donc à un ouvrage collectif. Est-ce que La Reverdie, d'une certaine manière, c'est aussi une écriture ouvrage collective alors, de vos admirations, je dirais, des regards comme ça, je croyais que vous notamment alliez de m'envoyer à ma Julia. schizophrénie. Alors oui, c'est une très bonne question. En fait, moi, je voudrais qu'il y ait dans ce texte, et là, c'est vrai que c'est quelque chose qui a trait un peu à l'écoféminisme et plein d'autres voix que la mienne. Donc il y a effectivement les voix de ces grandes autrices, il y a quelques auteurs, et il y a surtout des voix de mes amis, des voix de mes enfants, et des voix de mes amis. Il y a en particulier 2 amis qui sont mon ami qui me pose des questions, et mon amie leibnizienne, parce que ça sonne un peu comme lesbienne. Et il y a les mots de mes enfants, donc surtout d'Albert, mon fils, qui a aujourd'hui presque 9 ans. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas imaginé, mais dans les rencontres en librairie, j'ai vu que les gens étaient très touchés par ça, les paroles de mes enfants. Oui, mais vous avez un petit garçon qui oui. Il a des... Ouais, je ne sais pas comment ça dire, continue. des saillies. Ouais. Alors après, il a 9 ans, donc voilà, c'est peut-être 10 saillies à l'échelle de 4-5 ans. Mais oui, c'est vrai que c'est les enfants, c'est des moments parfois difficiles, intenses, on ne sait plus qui on est, où on est, et puis à certains moments, c'est une joie verticale, littéralement, et des choses qui nous disent comme ça. Là, ma fille a 3 ans, 3 ans et demi, donc elle commence elle-même à dire ces phrases qui sont pour moi des sortes de prises, comme si on était sur un mur d'escalade. Albert, à un moment, dit, quand je lui explique la situation écologique, je me dis, il faut que je lui explique avec mes mots, parce que les enfants ont tellement soif de ça, on n'est pas du tout à la hauteur. Et même moi qui essaye d'être un peu au courant de ces sujets-là, je vois bien qu'il y a plein de questions de mon fils sur lesquelles je suis un peu sèche. Bon, je lui parle de la situation écologique, et là il me dit, c'est comme dans un livre de Claude Ponty, ça commence mal et ça finit bien. Je trouve ça, c'est une phrase dont je me souviendrai tout le temps. Enfin, c'est magnifique, quoi. Et puis ils ont une capacité à... Je me souviens une fois, je suis dans les bagages, je suis dans dans les lessives, dans la nourriture, dans dépêche-toi, maman, lave tes dents, et puis tout d'un coup, qui me dit, maman, regarde la lune. Enfin, c'est vrai que c'est beau. Enfin, ils ont une façon de nous renvoyer à une simplicité, une beauté qu'on a parfois un peu quitté. Leibnizienne d'ailleurs, c'est important. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Elle psychiatrie à Leibniz. Donc ouais. moi, alors, c'est pas du tout mon philosophe. Moi, j'ai énormément aimé Spinoza. Mais Leibniz, je le connais assez mal. Et mon amie, donc Leibnizienne, c'est une façon de ne pas les nommer, de ne pas mettre le prénom de ces 2 amis qui existent vraiment. Mais cette amie-là est vraiment une grande philosophe. D'accord. Qui a étudié Leibniz, qui m'en parle, je comprends un dixième de ce qu'elle dit, mais moi, en tant qu'écrivaine, romancière, je suis parfois dans une sorte de flou artistique, et face à des journalistes ou des philosophes, je sens que je suis pas à la hauteur, je comprends pas ce qu'ils me disent. Voilà. Même certains romanciers, parfois, développent une pensée philosophique articulée, et j'arrive plus. Je crois que la mise, c'est pas le plus. Ouais. J'avais, je ne sais pas si c'est une question, mais oui, le thé aux orties revient souvent dans le livre. Oui. Alors je me disais, mais alors c'est bon, ça a des vertus. Ça a des vertus, les orties ont énormément de vertus, c'est une panacée comme on dit. Et je crois que c'est un point que vous avez encore avec Michel Blais. Voilà. Bon, salut Michel. Oui, moi j'en cueille énormément, j'en cueille dans le bois de Vincennes, à des endroits où j'espère que les chiens et les hommes n'ont pas trop pissé. J'en cueille aussi quand je suis chez mes parents au bord de la Loire. J'en fais sécher, donc j'en ai plein dans la cuisine. Je trouve ça très bon. Et surtout, alors voilà, c'est encore un clin d'œil que personne n'a vu, je pense. Il y a des livres qui m'ont énormément marqué. Je dirais qu'il y a 5-6 livres dans ma vie qui m'ont marqué, que j'ai lu peut-être 2-3 fois. Et il y en a un qui s'appelle My Absolute Darling, de Gabrielle Talent. Et dans ce livre-là, Turtle, puisque c'est son nom, l'héroïne, eh bien, elle n'arrête pas de boire du thé aux orties. Et du coup, c'est une forme de communion avec cette héroïne un peu fracassée. Et puis, c'est une façon d'avoir une boisson accessible, gratuite. Aussi de combattre un peu une forme d'addiction au café. Voilà, c'est plein de petites choses qui sont réunies en une seule. Et puis évidemment, c'est vert. Et puis ça pique, c'est un peu punk. Moi, j'aime bien. C'est bien. Ça me fait penser à ce fameux café aux champignons, je ne sais pas si vous
Qui coûtent une fortune. Ah oui, d'accord. Moi, je ne suis pas allé jusque-là. Alors que les orties, on peut les ramasser partout. Oui, alors moi je pensais un peu, le thé aux orties, ça faisait un peu aussi titre d'un roman japonais. On voit bien des Japonais qui ont le thé aux orties. Alors moi j'adore la littérature japonaise, j'adore... donc oui, ça peut être aussi ça, effectivement. Vous citez, je ne sais plus, mais j'ai pas cette délicatesse. Oui, alors moi j'ai pas cette délicatesse. Je sers le thé aux orties dans des grosses mugs. Je le sers pas dans des jolis petits... des jolies petites tasses. Ah oui, genre cérémonie japonaise. Voilà. Et oui, l'anniversaire de la salade, je n'oserais pas citer le nom de la romancière, mais ça c'est un recueil de haïkus qui est paru il y a, je sais pas, 10 ou 20 ans, qui a eu un succès ahurissant. Et effectivement, il y a des phrases qui m'ont énormément marqué dans ce texte, notamment depuis que je n'ai plus à t'attendre, les mardis de pluie comme les dimanches, tout est pareil. Enfin, je sais plus si c'est exactement ça. Il y a des phrases comme ça auxquelles je pense tous les jours. Elles m'aident à vivre. Et celle-là en est une. Et quand j'ai lu ce texte, comme souvent, je me suis mis à copier, imiter. Donc j'ai une réserve de 30 000 haïkus quelque part dans mon ordinateur. Ah, c'est bien. Et l'anniversaire de la salade, c'est vrai que ce titre me plaît beaucoup. Alors, ça me fait penser, parce que hier j'ai vu le dernier film de Pedro Almodovar, la chambre d'à côté, je crois. Et il cite, les personnages qui sont deux femmes, citent les dernières lignes de Joyce, de Dead. Alors, je crois qu'en français c'est les Dublinois. The Dubliners. Oui, alors je sais pas. Ouais, c'est ça. Ils disent The Dead dans le. C'est ça qui m'a étonné. Bon, bref, c'était Joyce. Alors, moi, j'ai pas lu le livre, mais j'ai vu le film de Huston. Et elle regarde le film. C'est un des films qui m'a bouleversée. C'est extraordinaire ce film. Donc, elle regarde le film. Elle cite donc les toutes dernières lignes du film et elle regarde le film où on retrouve la citation. Et je n'en dirai pas plus parce que ça revient encore. Mais... Et c'est quoi le rapport avec la salade ? Ah, aucun de non, c'est juste que vous m'avez dit que vous avez plein de mots en tête et là, et là vous n'allez pas dire la phrase, vous allez laisser les gens aller voir le film d'Almodovar. Exactement. D'accord. Moi, comme je vais au cinéma une fois par an, peut-être que j'irai dans 2 ans, j'espère. Bon, si je la retrouve, je la mettrai dans le texte. Non, ce que je voulais faire, c'était lire un deuxième extrait du livre qui se trouve page 44. Et là, ça dit ça. Certains super arbres, comme le Polonia, peuvent absorber 10 fois plus de CO2 que les autres. S'il existe une croissance verte sur cette terre, c'est donc exclusivement le bourgeonnement du Polonia. Le reste n'est qu'un piètre éco-blanchiment macroéconomique. Sachez, pour votre futur verger au bord de la Loire, qu'on se sert aussi en agroforesterie d'autres espèces à pousse rapide, comme le peuplier, le saule et le sureau. Alors j'ai bien aimé aussi, j'aime bien... Voilà, l'agronome reprend le dessus. Voilà, là, c'était pour dire que vous aviez été agronome, mais vous l'aviez déjà dit. Mais c'est joli, justement, le bourgeonnement du Polonia. Et la croissance verte, c'est vrai qu'on voit beaucoup de publicité faussement verte, et c'est une de vos croisades dans le livre aussi, de déverdir la pub. Alors c'est ça, oui, c'est vrai que c'est un point de départ du livre aussi, c'est que je me mets à regarder en fait où est le vert partout, et ça va être vraiment le fil de ce livre, dans mes souvenirs, dans ma garde-robe, dans les livres que j'ai lus, autour de moi, et parfois je me poste comme ça dans un café, puis je regarde tout ce qui est vert. Et puis évidemment, je me rends compte vite que le vert est beaucoup dévoyé, utilisé par la publicité, par les logos, par tout ce greenwashing, donc on dit éco-blanchiment, il perd sa tonalité verte en français. Et du coup, un petit peu comme une boutade, je dis que je pars en croisade contre ce greenwashing au début du livre et contre la publicité, contre ce qu'on appelle ce consumérisme. Comment on peut lutter contre ça, justement, peut-être en buvant du thé aux orties. Et en lisant. La reverdie. C'est vous qui le dites. Pardon, sur la même page aussi, il y avait une autre référence qui m'a parlé, parce que j'étais à la remise de prix, elle a reçu un prix, c'est Nastasia Martin. Oui. Qui a écrit un livre. Est-ce que vous voulez nous en parler justement pourquoi vous l'aimez, Nastasia? Croire ou faux, c'est aussi un livre que j'ai lu plusieurs fois. C'est aussi un livre qui est pour moi hybride. Là, pour le coup, vraiment hybride, en plus, entre le règne humain, le monde animal,
C'est un récit avec énormément de sincérité, de vérité. On entend très profondément sa voix, tout fonctionne. Elle nous parle, justement, en plus, elle en est une anthropologue, un peu comme moi, j'ai cette case d'agronome, mais c'est pas, elle ne part pas sur des choses théoriques en lien avec ça. Elle en fait quelque chose de beau, d'accessible. Voilà, ce cheminement, ce qui lui arrive est un peu effroyable, hein, puisqu'elle se fait donc attaquer par un ours, et la façon dont elle en fait un texte. La littérature, c'est bouleversant. Souvent, je me dis, la vie nous fait aller de la... Bon, je vais encore enfoncer les portes ouvertes ou faire des grands discours, mais la vie nous fait aller de la naissance à la mort, et peut-être que la littérature pourrait nous faire remonter le courant comme un castor en sens inverse, aller de la mort à la naissance. Et je trouve que c'est vraiment ce qu'elle fait dans son texte, qui est aussi très onirique, très original. C'est un des livres qui m'ont le plus marqué ces dernières années. On va faire une minute de silence. Non, c'est bien, voilà, c'est très ça. solennel. Et effectivement, moi j'avais rencontré pour le prix, elle a eu un prix, le prix du livre de nature. C'est comme ça. Et bon, forcément, ça a résonné aussi par rapport merci. à votre ouvrage. Ça me touche. Je voulais lire un dernier extrait. Bon, je pourrais en lire plein comme ça, mais bon, il faut justement, comme on le disait tout à l'heure, inviter nos auditrices et nos auditeurs à aller lire tout le livre. Peut-être que ce podcast ne peut pas durer 5 heures non plus. C'est ça, on est... Oh, mais on est bien encore. Et oui, alors c'était cette idée-là. Vous dites « Je m'aperçois à quel point le pétrole a fait de moi un être oisif, incapable de nager à contre-courant dans la rivière ou dans son bain. Un être qui trempe dans le confort tiède offert par cette source d'énergie incomparable et qui a trop délaissé tout ce que celle-ci a remplacé. L'entraide, la convivialité, l'effort, la sobriété et surtout le jardinage. » Donc j'aimais bien, effectivement, ce rappel à ces valeurs d'entraide, de convivialité, de vivre ensemble, quoi. Et finalement, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout. C'est quelque chose dont je souffre beaucoup. C'est amusant que vous mettiez le doigt là-dessus. J'en aurais presque les larmes aux yeux. C'est grotesque. Dans le monde de la littérature, il y a très peu d'entraide. C'est beaucoup de personnes solitaires à qui moi j'ai tendu des mains et qui ne répondent pas, ou me souhaitent. Et c'est pour ça que la rencontre pour moi avec Julia Carninon a été un des plus grands moments de ma vie. Je le dis maintenant parce que voilà, être amie avec quelqu'un qui fait le même métier que soi et échanger chaque jour, c'est quelque chose de merveilleux, et qu'on est dans un grand partage toutes les deux. Je me souviens avoir entendu un jour Chloé Delhomme, je crois que c'était dans le podcast Folie Douce, dire qu'elle appelait Lydie Salvert tous les jours à 14h. Bah ça me bouleverse. Et surtout 14h, c'est une heure que je déteste. Je crois que dans La nausée de Sartre, il dit c'est vraiment l'heure où ça pue le café froid, machin. Et de me dire qu'en fait, à ce moment-là, peut-être que Chloé et Lydie sont en train de discuter de choses et d'autres. Ça me remonte vraiment le moral. Donc tous ces gestes d'entraide, elle existe. Tous ces gestes d'entraide dans ce monde-là me bouleversent. Ouais. Toutes ces petites amitiés que je tisse un petit peu avec des personnes qui écrivent, ça me fait très plaisir. Souvent, les écrivains sont quand même un peu des êtres particulièrement égotiques et névrotiques, donc c'est pas forcément facile, mais il y en a quand même qui sont très sympas. Rencontrer quelqu'un qui écrit des livres qui tiennent la route et qui est en plus sympathique, c'est pour moi une joie immense. Presque autant que celle d'aborder des inconnus ES dans la rue et leur parler. Alors, là, ce que vous venez de me dire sur les écrivains, ça me fait penser au tout début du roman, vous cherchez justement à réconcilier ces personnages bizarres, les écrivaines et les écrivains, avec les écolos, qui sont aussi un peu bizarres dans leur genre. Tout cela est irréconciliable, mais bon. Voilà, c'est des bonnes intentions. Je trouve, moi j'ai vraiment le cul entre deux chaises. Justement, j'aime bien cette idée d'être hybride, comme un bon moteur de Lotus, et d'être entre le monde de l'écologie, militant, parfois radical, manquant de nuances, un peu sur son compte à soi, sûr de lui, dans le jugement, mais extrêmement beau, touchant, avant-gardiste. Et puis le monde de la littérature, qui est dans le fond l'endroit où je me sens le mieux au monde, là, qui est plus complexe, nuancé, émotionnel, et
Et je trouve souvent que l'écologie manque de littérature et que la littérature manque d'écologie. Et je m'amuse beaucoup à chercher dans les livres que je lis toutes les traces de ce que pourrait être l'écologie, les grands règnes du vivant. Il y a encore beaucoup de livres qui parlent que de voilà, mon voisin de palier, ma bite, mon couteau. Et j'aime bien sentir les traces de l'écologie dans la littérature. Pour moi, l'endroit où elles se rejoignent, c'est cette idée de lien. Et la littérature, en fait, l'écologie, c'est la science des liens. Et la littérature, pour moi, c'est l'art des liens. Et donc, c'est ça que j'ai à cœur aussi quand j'écris, c'est quels sont les liens que je tisse entre les personnages. Ça renvoie à ce texte qui a changé ma vie, qui est le texte de remise du Nobel de Kazuo Ishiguro, grand écrivain britannique. Et il raconte que son œuvre a basculé après Les Vestiges du jour, quand il a compris qu'au lieu de raconter les personnages, de décrire les personnages en tant que tels, l'important c'était d'écrire les liens qu'ils tissent entre eux. Et les liens qu'ils tissent aussi avec le monde, avec le paysage. La nature, c'est pas un mot que j'aime utiliser. Dans Les Reverdis, je propose de dire la nouture, le vivant. Quels sont les liens qu'on va tisser entre nous, ou pas tisser d'ailleurs, avec le monde, avec le passé, quels sont les endroits où on va broder, retisser ce tissu du monde justement un petit peu amoché. Et donc c'est en ça qu'à mon avis la littérature et l'écologie peuvent un tout petit peu, comme des sœurs un peu ennemies, se tenir quand même la main à certains moments. Et ça nous amène à l'éditeur, parce qu'il a quand même aussi un lien avec l'écologie, donc il s'appelle La Mer Salée, qui est un éditeur nantais. Alors j'ai vu qu'il mettait beaucoup d'efforts, notamment dans la production du livre, oui, tout à fait, pour faire des choses tout à fait respectueuses de l'environnement. C'est pour ça que c'était du coup assez cohérent d'un point de vue, du point de vue de la forme. Pour moi, La Reverdis, c'est un livre cabane, fait avec des branches, et aussi parce que les livres sont la meilleure cabane qui existe, les cabanes de livres. Même un livre, si vous le mettez comme ça, sur cette forme-là, oui. Et ben, ça fait une cabane, ça fait une tente. Et pour moi, je voulais vraiment... j'avais très envie d'avoir un éditeur qui est je regarde toujours quand je prends un livre, est-ce qu'il est imprimé, quel effort est fait, si la couverture est plastifiée, ce qui est très souvent le cas. Et là ils ont en plus trouvé ce vers sauterelle que je trouve sublime, et puis c'est une vraie touffe d'herbe que la graphiste de la maison a posée sur le livre. Et puis oui, toute cette attention évidemment au texte, tous les textes qu'il publie ont un lien avec l'écologie, mais aussi cette attention aux encres, à la réduction du gaspillage, à l'objet lui-même m'a beaucoup touchée évidemment chez La Mer Salée. Et donc on a beaucoup travaillé là-dessus avec mon éditrice Sandrine Roudot. Et bravo. Merci, bravo à elle. Vous parliez de punk tout à l'heure, vous écoutez de la musique punk? Alors j'écoute des musiques très, très variées. J'écoute beaucoup de rap. Je peux vous faire un petit soprano a cappella là si vous voulez. Ce sera un bonus. Et j'écoute beaucoup du rap, plutôt du vieux rap, de quand j'étais moi adolescente. Donc voilà, ça remonte au 19e siècle pratiquement. Et puis de la musique baroque, de la musique classique. Donc beaucoup de Bach. C'était une de vos scénarios de vie, ça, non? La musique baroque. Bach, Vivaldi, Marin Marais, puis plein d'autres. Mon frère est un grand musicologue baroque, amateur, et donc il m'envoie aussi beaucoup de musique à écouter. Donc j'écoute énormément de musique, même quand j'écris. Et pour La Reverdis, j'ai beaucoup navigué entre rap et musique baroque. Et là, dans le texte que j'écris, j'ai vraiment essayé de m'immerger à chaque chapitre dans quelque chose qui ressemble à ce que je suis en train d'écrire. Par exemple, il y a une scène dans une voiture, j'ai essayé de l'écrire justement dans une voiture. Et alors que je ne sais pas bien conduire. Et il y a le personnage, un des personnages fait de la guitare électrique. Donc j'ai découvert ce monde-là. J'ai beaucoup écouté de guitare électrique. J'y connaissais rien. Et donc voilà. Et musique punk un peu de temps en temps. J'ai écrit jadis un livre qui s'appelait Petit manuel de cuisine punk, où j'associais à des recettes faites sur un coin de radiateur à l'arrache, avec des musiques à écouter. Voilà. Je vous dis ça, je passerai des très courts extraits musicaux, parce que je n'ai pas le droit de diffuser de la musique, évidemment, mais puisque c'est en relation avec... Ceci est un livre cabane, construit année après année avec des phrases, des débris,
des clartés, des ombres vertes, des petits morceaux qu'on peut prendre dans la main et poser un à un sur la charpente. Les plus petits éclats des ruines qu'il reste après les naufrages et qu'on réassemble avec détermination. Une cabane où je peux être à l'affût, en tenue de camouflage ou simplement recouverte de liserons blancs et de ronces, pour observer le monde sans l'évaluer et attendre que s'ébattent devant moi des mots et des animaux pleins de vie. Sentir comment le vers dans la littérature n'est pas différent de celui qui est dans la nature, qu'il le prolonge, simplement, qu'il l'amplifie. D'un côté, la littérature. Une communauté minoritaire et parfois radicale d'individus alcooliques et névrosés, ensevelis sous les livres, qui refusent les lignes droites, torpillent les clichés et tentent parfois, tard dans la nuit, en pyjama, face à leur carnet et plus souvent leur ordinateur portable, de déchiffrer l'indéchiffrable. Et de l'autre côté, l'écologie. Une communauté minoritaire et parfois radicale de végétariens à vélo, directement concernés par l'apocalypse, conscients des 9 limites planétaires, et pour qui la littérature doit ouvrir les imaginaires en inventant de nouveaux récits. Il y a forcément des ponts entre ces deux mondes, puisque je les emprunte quotidiennement, telle une grenouille franchissant un écoduc, ces passages permettant de traverser des obstacles comme les autoroutes. Puisque j'aime autant animer un atelier sur la permaculture dans une entreprise que lire un roman de Virginia Woolf dans ma cabane. Puisque les émotions, et donc les arts, sont incontournables pour métaboliser la situation écologique. Puisque la lecture permet autant de se cultiver qu'un grand jardin d'herbes et de légumes. Puisque la lecture, comme le jardinage, sont devenus des actes de résistance, non rentables, dans un monde où toute activité est soumise à un arbitrage coût-bénéfice. Puisque l'écologie et la littérature sont des sciences de lien, des révélateurs de réciprocité, et qu'elles m'ont tout simplement sauvé la vie. Puisque les bibliothèques et les jardins sont des espaces à notre mesure pour rencontrer le vivant et entrer, nous aussi, dans la danse. Sans encore en mesurer la portée mégalomaniaque en commençant à écrire ce livre, j'entreprends de libérer le vers des slogans publicitaires. Je pars en croisade avec entrain et naïveté contre la publicité qui essaie de nous vendre l'écologie avec un petit sourire complice, comme si c'était nous qui avions commencé. Et en même temps, je tombe amoureuse. Non pas d'une couleur, comme je le crois au début, mais d'un homme. Je tombe amoureuse de toi. Un homme simple et bon. Solaire. Pour la première fois de ma vie, je ne vais pas chercher un homme marié, plus âgé, occupé ailleurs ou juste caché derrière son répondeur. Je tombe amoureuse d'un homme qui a envie de se tenir devant moi et de nous aider à construire une cabane avec mon fils. J'apprends aussi qu'une reverdie qualifie en ancien français précisément une œuvre qui chante à la fois le retour des beaux jours, le plaisir qui s'en dégage et la naissance du sentiment amoureux. C'est ce que je veux chanter aussi, hurler même, et chuchoter depuis ma cabane, jusqu'à ce que celle-ci ait une forme suffisamment solide pour accueillir celles et ceux qui souhaitent venir s'y ressourcer. Effectivement, notre rencontre va toucher à sa fin, mais j'aime bien terminer par les... Alors, on a beaucoup parlé de vos goûts et de vos admirations littéraires, et vous m'avez dit, là, il y avait 5-6 ouvrages qui étaient indispensables pour vous. Vous en avez cité un. Est-ce que vous avez les autres en tête, oui. ou est-ce que c'est... Je les ai notés quelque part, donc comme je vais les ressortir. Tout à l'heure, j'ai parlé de My Absolute Darling. Clairement, oui. C'est un livre que j'ai vraiment adoré. Et il est traduit parce que on dit... Ah oui, il est traduit. Oui. Alors oui, moi j'ai complètement perdu mon niveau d'anglais depuis mon école d'agronomie. Donc oui, j'ai lu une traduction et c'est une
c'est chez Gallimaster. Les Chutes, qui est aussi une traduction, donc Joyce Carol Oates. J'ai regardé récemment Erin Brockovich et à un moment ils parlent du scandale de Love Canal et donc c'est là-dessus, c'est sûr. Et donc c'est un roman écologique. Joyce Carol Oates, immense écrivaine. Les Vagues. Peut-être que je me suis amusée à chercher plein de titres qui commencent par les. Les Vagues de Virginia Woolf. Donc Virginia Woolf, c'est vrai que ça fait très longtemps que je la lis et que je la relis et que je redécouvre ses livres. Voilà, c'est pas très original parce qu'on est beaucoup à se revendiquer dans cet effluve, mais vraiment moi c'est une écrivaine qui m'a beaucoup marqué. Les Vagues, c'est un livre complètement dingue. Un long dimanche de fiançailles, ça c'est Sébastien Japrisot, c'est aussi un amour d'adolescence, je commence à le lire quand j'ai 16 ans, et c'est vraiment un des premiers auteurs que je vais lire intégralement, un peu comme Kazuo Ishiguro derrière. Un long dimanche de fiançailles, c'est un livre, je l'ai lu 3 fois, je l'ai relu l'année dernière, que j'aime énormément. Après ça me renvoie aussi à des choses que j'ai vécues il y a 20 ans, et c'est un homme qui écrivait aussi des polars, qui avait plusieurs noms. Je connaissais que le film. Le livre est mieux. Oui, j'imagine. Voilà, Noces de Albert Camus, c'est aussi un livre que j'adore lire et relire depuis des années. Et j'ai l'impression à chaque fois de le redécouvrir, évidemment, puisqu'on ne relit pas un livre, comme vous savez. Et puis, alors on a dépassé 5, mais je pense que de Kazuo Ishiguro, celui que j'ai adoré, c'est Quand nous étions orphelins. Et puis, j'aime énormément, c'est difficile à départager, d'Elena Ferrante, j'ai tout lu, mais j'aime énormément les autres livres qui sont... Alors, j'adore L'amie prodigieuse, et ça me rassure énormément d'ailleurs d'avoir les mêmes goûts que plein de gens. C'est-à-dire que Camus est effectivement un des écrivains préférés des Français, et Mes Noces, pour moi, c'est quelque chose de très réconfortant. Et puis Elena Ferrante, c'est une des écrivaines les plus, j'imagine, acclamées, plébiscitées dans le monde, et je trouve ces livres fabuleux. Et les 4 autres qui sont pas L'amie prodigieuse, donc il y a La Frantumaglia, qui est un livre exceptionnel sur l'écriture, et il y a d'autres livres, des romans, dont Les jours de mon abandon, qui est un livre exceptionnel aussi, qui parle de la condition féminine, voilà, que j'ai vraiment adoré. Et j'aime aussi, alors j'ai parlé de tous ces romans, j'ai parlé de ces grandes dames, mais il y a plein de jeunes femmes que j'aime lire. Je suis évidemment de près, donc évidemment Julia Kerninon, j'en ai parlé, tout ce collectif qui est dans Être mère, que ça me fait très plaisir d'être dans ce collectif, et donc je suis de près le travail de ces écrivaines talentueuses. J'aime beaucoup le travail de Marielle Massé, de Juliette Rousseau. Voilà, ça m'est aussi nécessaire de me rattacher à ma génération d'écrivaines en France, et de me dire que quand j'ai découvert Juliette Rousseau, par exemple, j'ai eu la sensation que le monde était habité. Et c'est quelque chose de très très réconfortant. C'est des femmes, des livres, des phrases qui aident à vivre. Merci beaucoup pour toutes ces pistes de lecture. avec joie. Je rappelle pour nos auditrices et nos auditeurs le nom de votre livre, La Reverdie. Je pense que maintenant ils ont bien compris. Louise Brauwels, les éditions, c'est La Mer Salée. Je vous remercie beaucoup, c'était vraiment très, très enrichissant, et j'espère qu'on se reverra pour le prochain. J'espère qu'on se reverra. Je vous remercie. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.